Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Club Média 7. Club Média 7 qui passe au peigne fin l'actualité de la semaine écoulée avec bien évidemment en plateau des journalistes, éditorialistes, chroniqueurs politiques et analystes politiques. Club Média 7 reçoit ce dimanche Olivier Alotiémé, rédacteur en chef de l'événement précis. Olivier Alotiémé, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Avec nous également pour le décryptage de l'actualité de la semaine écoulée, Pascal Ansema-Guéoundé, journaliste au quotidien du service public de la Nation. Pascal Ansema-Guéoundé, bonsoir. Bonsoir Lénaïk Agwazaou et bonsoir à nos téléspectateurs. Démarrons avec le condensé de l'actualité vue, traitée et relayée par les journaux au cours de la semaine. C'est la revue de presse hebdomadaire que nous propose Marcel Arossi. Sur la guerre en Ukraine, malgré son amitié avec la Russie, le Bénin prend position. Manchette tout trouvée du quotidien Les Pharaons, alors que le président français Emmanuel Macron a récemment qualifié la Russie de dernière puissance impériale coloniale. Talon a pris une position plus mesurée, rappelant l'amitié historique entre la Russie et le Bénin. Patrice Talon a déclaré que la guerre en Ukraine était malheureuse et que l'usage de la force n'était pas à promouvoir, rapportent les Pharaons. Si on exprime une neutralité, ce sera une manière de promouvoir les conflits internationaux. Il ne faut pas que la force soit le moyen de règlement des conflits, quelle que soit la pertinence de la chose, souligne l'événement précis. Pour la nation, Patrice Talon opte pour le droit international. Et sur la question de Wagner, le chef de l'État béninois a été très clair. Le Bénin n'a pas à aider un pays contre un autre, a-t-il déclaré selon le Matinal. Si la mission de Wagner est purement sécuritaire au service d'un pays qui est en proie à l'insécurité, au djihadisme et qui n'a pas les moyens humains, techniques, sur le principe, ce n'est pas condamnable, a-t-il répondu selon Fraternité à la question de savoir si Wagner est un danger en Afrique. Débat télévisé de Patrice Talon sur les chaînes étrangères. À quand le tour des médias béninois? Info Matin s'interroge en manchette. Le journal estime qu'on a en effet peu vu le chef de l'État béninois convoquer des médias du Bénin pour faire passer directement un message à sa population ou à l'international. C'est sans doute un choix, mais ce dernier ne promeut pas une certaine émulation au sein des frêles entreprises de presse qui existent et desservent à la fois les Béninois et l'international. Selon Info Matin, c'est également et sans aucun doute un accroc à la fierté nationale d'avoir à observer les autres venir faire le travail à la place de ceux qui, s'ils ne sont pas les meilleurs forcément, peuvent quand même s'améliorer en planchant à de telles occasions. Pourquoi ne pas renouveler l'expérience auparavant faite à plusieurs reprises de mettre des panels de journalistes venant de plusieurs médias de la place pour produire les dites interventions du chef de l'État, quitte à ce qu'elles soient post-produites et diffusées sur des canaux internationaux, suggère le quotidien. La lutte contre la cybercriminalité sera désormais un chantier permanent. Les récriminations, plaidoyers et supplications de certains citoyens pour que les peines soient atténuées contre les cybercriminels ne recevront aucun écho favorable auprès du gouvernement. Selon le quotidien de service public, Wilfried Léon Ngbedi en est certain et l'a martelé récemment dans sa conférence de presse itinérante dans les rédactions des médias. Chaque fois qu'il y aura nécessité de faire des opérations, soit parce que les informations parviennent, soit parce que les indices probants permettent de remonter une filière, la police fera toujours son travail pour notre quiétude collective, aurait fait savoir le porte-parole du gouvernement avant de rassurer que cette action pour déloger les réseaux de personnes qui évoluent en marge des prescriptions légales n'est dirigée contre personne. Prime supplémentaire aux députés de la 8e législature, une plainte contre Louis Vlavonou à la Cour constitutionnelle. Si au cours de leur mandat, ils ont été régulièrement payés pour le service rendu en tant que législateur, qu'est-ce qui pourrait justifier une telle prorogation? S'interroge le membre du parti Les Démocrates qui porte ce recours. Au nom de quoi doit-on indemniser les employés qui ne sont plus en fonction? Le matinal nous permet d'en savoir un peu plus sur le contenu de la lettre adressée à la haute juridiction. L'ordre démocratique a voulu pour une république organisée que les pouvoirs soient décentralisés. C'est ce qui justifie l'existence de parlementaires qui en réalité n'est rien d'autre qu'un siège qui abrite les élus députés à qui
qui le peuple confère son pouvoir pour qu'il le représente. C'est fort de cette autorité qu'après Basile Ahossi, Nadine Okumasu sollicite l'expertise de la Cour constitutionnelle pour que lumière soit faite sur une situation atypique qui échappe à la compréhension de plus d'un. Le 8 mars, on pense tous femmes. Jusque dans les rédactions, on y pense sans économie aucune. Fraternité y consacre sa manchette, que dis-je, toute sa une y a été consacrée avec un zoom sur des figures féminines qui ont marqué leur temps, telles Tassi Rangbe, reine de Dahomey, autrefois occultée par l'histoire, elle qui demeure l'unique femme parmi les 14 souverains qui ont régné de 1600 à 1900 sur le Dahomey, un grand royaume d'Afrique de l'Ouest. Ellen Johnson Sirleaf, élue présidente de Libéria en 2006 face au ballon d'or africain George Weah. Sur la une de Fraternité, vous la voyez en 3e position. La deuxième photo est celle de Nzenga, la reine d'Angola, qui démarra toute petite son apprentissage de la fonction de chef d'État auprès de son père dont elle est devenue l'ombre. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Gaskiani Info, de la révolution à la démocratie, le long combat des femmes. Marché de vente de riz de Dantokpa et Gbagbanou, l'arnaque à ciel ouvert. Le matinal, situation de la gente féminine sous le nouveau départ. De grands pas vers l'égalité hommes-femmes. Matin libre, chemin de fer, le train ne sifflera pas sous talon. Après l'aéroport de Glo, un autre rêve brisé. La nation, évolution de la question genre au Bénin, un processus renforcé par des leviers juridiques. Les femmes dénoncent plus mais n'osent pas avancer. L'affiche du jour, nouvelle procédure de délivrance du certificat de résidence au Bénin, la croix et la bannière pour les populations. Le CIP en lieu et place du certificat de résidence rejeté par certaines institutions bancaires. Bénin intelligent, Elvire Ranti-Doumaté, la non-voyante qui enseigne depuis plus de 25 ans. Le matinal, appel public à l'épargne et placement d'argent, 25 structures non agréées épinglées en 2022. Dynamisme Info, succession de Patrice Talon en 2026, des visages en action dans l'ombre. Fraternité, une climatologue au sujet des prévisions météorologiques. Cette année, nous assisterons encore à des débordements de cours d'eau. Info Matin, élection présidentielle de 2026 avec ou sans Djogbenou. Merci à vous, cher Marcel Ahossi, pour la revue de presse hebdomadaire. Place maintenant à la deuxième rubrique de cette émission, 7 jours au Bénin. Olivier Alotiémen, Patrice Talon, le chef de l'État, était à Paris, la capitale française, au cours de cette semaine, avec un agenda très achalandé et très chargé. Il a d'abord eu à accorder un entretien à nos confrères de la chaîne de télévision française LCI. Il a ensuite rencontré les étudiants béninois qui sont en formation à Gobelins, ceux qui sont en formation en ce qui concerne les métiers du numérique, avant de rencontrer son homologue, le chef de l'État français, Emmanuel Macron. On va procéder au cas par cas. On commence d'abord par l'entretien. Bon, il faut dire que c'est la première fois que le chef de l'État se prononce sur l'actualité internationale. Et pour l'occasion, il est allé sur une chaîne qui a une vocation aussi internationale et qui parle surtout du sujet relatif à la guerre en Ukraine. Donc là-dessus, je crois que le positionnement du chef de l'État est assez pertinent. Et ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il a dit « Nous ne pouvons pas être pour la France contre la Russie ou pour la Russie contre la France. Le Bénin ne peut pas avoir ce genre de positionnement. » Et je crois que c'est pertinent. C'est pertinent, c'est argumenté, c'est comme un non-aliment. En fait, les États africains, depuis le début de cette guerre en Ukraine, ont choisi, pour la plupart, en dehors de quelques États bien connus, comme le Mali, l'Érythrée, et dans une moindre mesure, le Burkina Faso. Donc, les États africains ont choisi de ne pas s'aligner sur derrière une puissance ou une autre pour défendre crânement leurs intérêts. Vous pensez qu'il a véritablement pris position? Il a condamné, certes, mais... Il a condamné la guerre en tant
de principe, tout le monde est d'accord que la guerre ne saurait être un moyen de résolution des conflits aujourd'hui, des problèmes internationaux, depuis la création de l'ONU. Et là, il a encore réaffirmé. C'est une position de principe que l'Union africaine a affirmée dans le cadre du règlement de ce conflit. Et je crois qu'il est resté dans cette ligne-là. Et en étant à distance vis-à-vis des puissances de l'OTAN, mais aussi vis-à-vis de la Russie. De Wagner, qui pour lui est un acteur militaire privé, mais acteur militaire quand même, et en disant oui, les États ont le droit de recourir à des acteurs. Ce n'est pas une première. Et que ce n'est pas une première, que les États-Unis en ont fait pareil en Afghanistan. Je crois que c'est pertinent. C'est ce que nous attendons d'un État responsable. Voilà. Pascal Ansema Agueoune, pour Patrice Talon, je cite, « La Russie est un ami du Bénin, mais ce n'est pas parce que c'est un ami qu'il ne faut pas condamner. » Fin de citation. Oui, je pense qu'il faut d'abord saluer, je dirais, la diplomatie du chef de l'État. Parce que se mettre sur un débat du genre, c'est vraiment risqué. C'est très risqué pour un chef de l'État d'accepter de se prononcer sur ces genres de questions-là, sur des questions qui font quand même, je dirais, conflit entre de grandes nations. Et il accepte l'exercice, et je pense qu'il a réussi l'exercice avec brio pour ce qui est du point de vue diplomatique. Il n'y a pas, je dirais, de soutien d'un État envers et contre un autre, mais de soutien par rapport à des principes, d'affirmation de ce qu'ils pensent être la norme. Et quand vous parlez de ces affirmations pendant cette émission, moi je dirais plutôt que le chef de l'État est dans la droite ligne de ceux-là qui pensent que la guerre n'est pas un moyen, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, n'est pas un moyen de résoudre les conflits, et c'est pas parce que tel pays est proche de tel autre qu'il ne faut pas condamner. Le Bénin est un pays ami à, je dirais, tous les autres pays. C'est cela la diplomatie. Et donc, la première phrase, on peut s'en passer. Et la Russie est un ami du Bénin, comme la France est un ami du Bénin, comme tous les autres pays sont des pays amis du Bénin, parce que le Bénin a vocation à entretenir de bonnes relations avec tous les pays. Mais il faut condamner quand même ce qui, du point de vue quand même, je dirais, de façon générale, et ce qui peut heurter selon la bienséance. Et la guerre n'est pas un moyen de régler les conflits. Mais à part la guerre, le chef de l'État a quand même abordé beaucoup de sujets. Et c'est des sujets quand même qui sont de grande importance. La montée en puissance de la Chine en Afrique, par exemple. Exactement. Et quand vous voyez un peu les prises de position du chef de l'État, on s'en vient à se demander si le chef de l'État n'a pas des repères du point de vue non seulement diplomatie, mais action politique. Peut-être bien que ce sont des révélations également de ce qu'il pense bien, de ce qu'il pense en tant que, je dirais, chantier qu'on peut mettre en œuvre en Afrique, au Bénin, pour aller plus loin. Parce que quand on prend l'exemple de la Chine, vous savez, la Chine a eu un développement spectaculaire en très peu de temps et a dû prendre, je dirais, des résolutions fortes qui ne sont pas toujours acceptées des défenseurs des droits de l'homme. Alors, ça ne m'étonne pas quand le chef de l'État dit que quand un pays veut avancer, on ne peut pas chercher à minimiser la bonne gouvernance au profit de la démocratie. Voilà. Donc, et il le dit d'une façon, je dirais, si juste, je dirais, parce que quand il dit que la démocratie, un pays, je dirais, sans démocratie, c'est aussi grave qu'un pays sans bonne gouvernance. Olivier Alotibin, partagez-vous le point de vue de votre vis-à-vis sur la question relative à la Chine? Sur la Chine, le chef de l'État s'est exprimé en balayant, enfin en oubliant un peu la profondeur historique de la Chine. La Chine en est là aujourd'hui, après avoir instauré une dictature très très dure, sous Mao, une dictature qui a fait environ 30 millions de morts. 30 millions de morts. Il a bien dit que la Chine l'inspire. C'est clair que la plupart des États africains aujourd'hui, des dirigeants africains aujourd'hui, citent en exemple la Chine, mais en oubliant le passé de la Chine. C'est un pays qui a traversé une période de dictature implacable, y compris
contre les dirigeants actuels de la Chine. Le père de Xi Jinping a été victime de ça. Et il a été interné. On ne va pas refaire toute l'histoire ici, non, cher c'est Olivier. pas toute l'histoire. Mais quand on voit l'ardeur que les Chinois ont au travail aujourd'hui, le niveau de développement que la Chine c'est pour ça, je dis qu'il y a une profondeur historique au cas chinois. Ce que nous voyons de la Chine aujourd'hui n'est que le résultat d'un passé douloureux et très douloureux, qui continue d'ailleurs. Donc, oui, ça inspire les dirigeants africains, y compris Patrice Talon, mais on oublie souvent de dire que le système chinois est presque impossible à implémenter en Afrique. Restons dans le présent pour faire le débat. Même aujourd'hui, c'est ce que je dis, même aujourd'hui, le système chinois est presque impossible à implémenter parce que les Chinois ont été formatés à la sauce Mao, formatés dans une discipline de fer. Hein, la démocratie à la chinoise ne peut pas être répliquée en Afrique. Je dis bien en Afrique. Je ne parle même pas du Bénin. Pascal Ansé-Wagué, vous voulez répondre certainement? Bien sûr. Quand on parle de discipline, est-ce à dire que les Africains ont la tête si dure pour ne pas entrer dans les rangs? Je me pose des questions. Il faut qu'on le dise d'emblée. Tout peuple a une histoire. Et on ne peut jamais comparer un peuple à un autre sans tenir compte de son histoire. De la même façon, on ne peut pas chercher à dupliquer l'histoire du développement d'un peuple, chercher à dupliquer cette histoire-là dans un autre contexte avec un autre peuple. C'est pas possible. Mais on peut avoir des référents. Et si tant est que le travail, la discipline, ces valeurs ont pu permettre à des peuples de se développer, on peut chercher à implémenter ces valeurs-là d'une façon ou d'une autre dans nos démocraties africaines. Cela ne veut pas dire qu'il faille tout copier, qu'il faille peut-être aller jusqu'aux exactions. Pas du tout. On peut s'inspirer d'un pays sans pour autant prendre les revers. Et pour moi, les points sur lesquels le chef de l'État a quand même apporté son éclaircissement et ce qui est son opinion, je pense que ces points-là, même si c'est discutable, ces points sont quand même des points sur lesquels on devrait pouvoir s'interroger au Bénin. Pour moi, le seul hic, c'est peut-être au niveau de la démographie. Le seul hic, c'est son opinion par rapport à la poussée démographique. Voilà, c'est le seul hic. Mais pour ce qui concerne l'expérience, le success story de la Chine, je pense qu'il faut pouvoir capitaliser à partir des efforts qui ont été faits à un moment donné. Quand vous voulez aller loin, il faut concevoir que vous allez forcément casser des œufs. C'est comme ça. Et tous les pays, je prends même les pays africains que nous avons, si proches de nous, mais qui ont quand même un certain, je dirais, des points forts qu'aujourd'hui nous envions, ces pays sont passés par là. Évoluons dans le débat, vous avez évoqué la question relative au contrôle des naissances, à la maîtrise de la démographie. Olivier Alotiébin. C'est un sujet délicat. J'avoue que quand... En 2018, le président Macron avait évoqué le sujet et ça avait emballé beaucoup de gens. J'étais de ceux qui avaient dit, oui, Macron a raison de dire qu'il faut limiter les naissances, etc. Il faut contrôler la démographie. Mais la conséquence, c'est que ce que nous voyons, même en Chine aujourd'hui, qui a fait pendant 40 ans la politique de l'enfant unique, aujourd'hui... Depuis au moins 3 ou 4 ans, la Chine a dit, bon, faites des enfants. Maintenant, bien sûr, plus d'un enfant. Maintenant, il y a que les Chinois ont pris des habitudes qui sont demeurées, c'est-à-dire limiter les enfants. Et surtout, une bonne partie de la population, surtout au niveau des femmes, ne veut même plus d'enfants du tout. Et le gouvernement en est arrivé à ce niveau. Pourquoi? À changer donc de politique. Pourquoi? Parce qu'il y a une stagnation démographique qui menace l'avenir même de la Chine. Je ne parle même pas du Japon. Le cas du Japon est très connu. Depuis au moins une vingtaine d'années, la démographie japonaise pose problème. L'Allemagne, la France, il y a même des pays aujourd'hui où on encourage les gens à faire plus d'enfants. Plus vous en faites, plus on vous donne des facilités. Et c'est en ce moment que nous, en Afrique, on essaie de limiter. C'est vrai que le problème est posé, mais est-ce que la solution que les États occidentaux, les États développés, bien sûr, aujourd'hui, ont adopté, la solution de limitation des naissances,
Cette solution a montré ses limites. Et nous en sommes témoins actuellement. Alors, donc, la limitation des naissances n'est pas forcément la bonne solution. C'est vrai, les États européens aussi ont traversé la phase d'une explosion démographique, comme nous aujourd'hui. La France, quand vous prenez les présidents comme De Gaulle, etc., ils sont issus de familles 14 enfants, 15 enfants. Oui, quand vous regardez les familles, c'est comme ça. Cherchez même les familles de Mitterrand. Vous allez voir, c'est plus de dizaines d'enfants parfois. Eux-mêmes, ils ont pris par là. Ils ont pris par là et à un moment donné, c'est la croissance économique qui a obligé les gens à limiter leur naissance. Et non pas par une décision de l'État. Ce n'est pas une décision de l'État. Je suis tout à fait d'accord avec Olivier. La limitation des naissances n'est pas en soi la solution. Et vous savez, d'une façon ou d'une autre, ça a déjà commencé. Parce que quand vous prenez chaque Béninois, vous avez des avis différents sur la question. Et vous-même qui êtes ici, si l'on vous demandait de faire autant d'enfants qu'en ont fait peut-être vos ancêtres, vous ne serez pas prêts. Parce qu'avec la situation économique, le temps, l'époque que vous vivez, vous savez également comment est-ce que vous pouvez et combien d'enfants vous pouvez avoir pour pouvoir gérer, leur donner l'éducation qu'il faut, leur permettre d'aller aussi loin qu'il faut. Donc je pense que cette question est d'abord d'ordre personnel. Il ne faut pas chercher à imposer la limitation d'enfants. Ça, c'est mon premier point de vue. Mais de façon générale également, quand vous prenez le Bénin, les pays africains de façon générale, nous avons toujours été, je dirais, le réservoir de mains valides. Le réservoir de mains valides pour d'autres nations. Mais il est temps que nous puissions également tabler sur cette richesse en hommes que nous avons, parce qu'on le dit souvent, il n'y a de richesse que d'hommes. Il faut tabler sur cette richesse que nous avons également pour pousser cette richesse-là vers, je dirais, des filières porteuses, vers l'agriculture, vers les métiers techniques, vers la formation professionnelle, pour pouvoir vraiment valoriser cette richesse-là que nous avons en termes de main valide, en termes d'effectifs. Il ne faut pas chercher forcément à avoir les modèles européens sur cette question-là, parce que de tout temps, nous savons que leur position, quand même, par rapport à ces questions, nous les connaissons. Et si nous devons entrer dans ce débat, c'est un débat qui est plus vaste, je dirais, plus vaste que ce que nous voyons là de façon superficielle. Ça a commencé déjà avec tout ce qui est procédé je dirais, planning familial et tout. C'est tout un programme qui a derrière ces choses-là. Et nous n'allons pas entrer dans ces considérations-là. Il faut que nous nous disions qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et l'Afrique a des hommes valides, des hommes à qui il faut apprendre plutôt à avoir conscience de l'effort à faire pour construire l'Afrique, pour construire le Bénin, pour construire les pays. Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la plupart des pays africains ont un grand potentiel, je dirais, agricole. Un grand potentiel agricole. Et pour ça, nous avons besoin d'hommes. De main-d'œuvre. De main-d'œuvre. Voilà. Et la conséquence, lorsque les dirigeants commencent à évoquer la question démographique sous cet angle-là, la conséquence, c'est que ça débouche parfois sur des programmes de limitation forcée des enfants. Je prends un cas simple, le cas du Pérou. Le Pérou est allé jusqu'à stériliser une partie de sa population. Stériliser. C'est-à-dire, vous allez à l'hôpital, à la maternité, et la sage-femme qui est là est instruite pour vous stériliser à partir d'un certain nombre d'enfants. Si elle constate que vous n'avez pas les moyens de vous occuper des enfants, elle est instruite pour vous stériliser. Et c'est des années plus tard que vous constatez que vous avez été stérilisé, même sans votre avis. Et donc, il y a certains pays qui en sont arrivés jusque-là. C'est pour ça que c'est assez dangereux d'accepter que les dirigeants limitent. Bien sûr, les organismes internationaux sont très contents. Les institutions internationales, les institutions financières internationales, c'est leur programme. On vous aura compris sur la question. Le rendez-vous majeur du séjour de Patrice Talon en France a été le déjeuner à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Les discussions ont tourné essentiellement autour du renforcement de l'axe Cotonou-Paris et de la question sécuritaire. Là-dessus, oui, Paris aurait souhaité qu'il y ait une meilleure collaboration, une meilleure coopération entre le Bénin et la France, ce qui est normal à cause des velléités djihadistes qui se manifestent de plus en plus dans la Takora et dans la Liborie. Nous savons qu'il y a des instructeurs français, de plus en plus, je veux dire, même américains, qui travaillent sur ce volet, et surtout à former nos hommes
pour faire face à ces djihadistes. Mais toujours est-il que le Bénin n'a pas accepté d'abriter une base militaire française. Malgré tout ce que Paris a pu faire pour y arriver, mais ça n'a pas été le cas. Donc le Bénin est resté quand même droit dans cette vision-là de ne pas permettre qu'il y ait des relents djihadistes, parce que quand vous installez une base militaire française, étrangère, je vais dire, sur le territoire, vous devenez en même temps la cible des groupes qui veulent en découdre pour démontrer leur force de frappe. Donc, le Bénin a choisi une voie de sagesse en disant, oui, nous voulons votre accompagnement, nous voulons que vous nous donniez les moyens de faire face, mais nous voulons que ce soit nos propres hommes qui fassent l'affaire, qui affrontent donc les djihadistes. Et ça a été l'erreur, Macron l'a reconnu, ça a été l'erreur de Paris d'aller affronter lui-même les djihadistes ou bien les terroristes au Mali, comme aussi au Burkina. Donc, une visite qui fait suite à celle d'Emmanuel Macron à Cotonou en juillet dernier. Bien sûr. Bien sûr, entre le chef de l'État et Paris, je dirais que c'est un as 3, comme le palais de la Marina. Oui, voilà, et c'est de bonnes causes. Quand le chef de l'État va à Paris, c'est souvent pour des enjeux, et les retombées sont souvent, je dirais, concrètes et palpables. Voilà, concrète du moins c'est palpable. Je prends l'exemple tout simple de sa dernière visite, et c'était en préparation au retour des biens. Et nous avons vu ce qui s'est passé ensuite. Il y a eu des échanges, il y a eu des partenariats qui ont été signés, il y a eu des accords, voilà, et c'est le retour de table. C'est le moment de voir un peu à quel niveau on en est par rapport à tout ce qui a été promis, à tout ce qui a été déjà discuté et dit. Et nous devons quand même nous réjouir de la position de notre chef de l'État pour ce qui est de notre système de défense, de l'intégrité de notre système de défense. Olivier l'a dit, quand vous acceptez d'accueillir une base d'une organisation ou d'un pays qui déjà n'est pas très accepté par, je dirais, certains frondeurs, c'est une manière pour vous de stimuler encore ces personnes-là vers vous. Et c'est normal que le chef de l'État ait eu la clairvoyance quand même par rapport à cela. La coopération militaire entre Paris et Cotonou, entre le Bénin et la France, est quand même, je dirais, c'est une longue histoire. Quand vous allez vers les bases, en tout cas nos bases militaires, vous avez toujours de ces personnes, de ces officiers-là français qui sont en train d'aider les nôtres, de les former. Et ça, c'est une très bonne chose. Le renforcement de capacité, c'est une affaire continuelle. Quand on est militaire, il faut pouvoir se mettre à jour par rapport à tout ce qui est stratégie d'attaque et de défense, ce qui est normal. Et je pense que ce partenariat-là est en bonne voie. Les discussions autour de ce partenariat-là sont à saluer. On ne dira pas parce que la France a eu une expérience peut-être un peu désolante avec tel autre voisin. Il faut que le Bénin replie par rapport à ce qui concerne sa coopération militaire avec la France. Pas du tout. J'ai surtout aimé autre chose que le chef d'État a quand même dite, c'est vraiment la position générale des Africains par rapport à la France. Il y a une certaine mentalité qui a été développée, qui a été entretenue pendant des années. On se dit que la France-Afrique, et chaque fois que la France intervient dans un pays africain, c'est toujours pour contrôler le pays, c'est pour des intérêts, c'est vrai, l'intérêt guide le monde, il y a des intérêts partout. Le Bénin aussi a des intérêts à aller vers la France. Et on ne peut pas refuser à un pays d'avoir intérêt à collaborer avec un autre. Mais on a vraiment dépassé, je dirais, ce mythe-là que nous avons. Je ne fais pas un mythe, ça s'est passé par le passé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, quand le chef de l'État va voir son homologue, c'est en tant que chef de l'État et c'est deux personnes qui représentent des États souverains qui se rencontrent. Qui se parlent d'égal à égal. D'égal à égal. Le chef de l'État en a profité pour rencontrer les étudiants béninois en formation à Gobelins. Cela montre le prix qu'il attache à la formation technique et professionnelle et surtout au métier du numérique. Et c'est surtout, si vous voulez, les métiers du numérique et du digital en général, si vous voulez. Je crois qu'il y a tout un programme, c'est le dada du gouvernement, si on peut dire. Le gouvernement est allé jusqu'à installer Seven City pour s'occuper de ce volet-là. Moi, je suis de ceux qui disent oui, c'est bon
d'encourager ça, c'est les nouveaux métiers, etc. Mais n'oublions pas, le vrai développement, c'est d'abord l'industrie. C'est l'industrialisation. C'est Claude Dubé, oui, c'est la passerelle. Épatant. Évidemment, c'est la passerelle, c'est faire la passerelle entre l'agriculture et l'industrie. Donc oui, le gouvernement en fait beaucoup sur ce chapitre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le numérique absorbe beaucoup de main-d'œuvre aujourd'hui. Donc l'un dans l'autre, oui, le chef de l'État fait. C'est pas anodin qu'il visite les étudiants en matière numérique ou digitale. C'est pas anodin, c'est un message qu'il lance conformément à ce qui a été fait depuis quelques années. Et donc, c'est à encourager. Mais n'oublions pas que le plus important, c'est l'industrialisation. Des efforts se feront également dans ce sens. Parce que oui, je dirais même qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'industrialisation améliorée sans numérique. Vous savez, le numérique est un domaine transversal. Et on comprend que pour aller plus vite, il faut pouvoir utiliser cet outil technologique-là. C'est un outil qui, je dirais, est en train de s'incorporer dans tous les domaines de la vie pour permettre à ce que, de façon exponentielle, on puisse obtenir de meilleurs résultats. Et l'industrialisation dont on parle, même quand vous allez à Claude Dubé, vous allez vous rendre compte que il y a une forte dose de numérique, Parce qu'aujourd'hui, en fait, on comprend que ces métiers, ces nouveaux métiers, peuvent permettre d'aller plus loin. Et le gouvernement actuel, quand vous voyez un peu les efforts qui sont faits, rien que pour le numérique, vous voyez un peu un ministère, je dirais, un domaine, un département qui est sacrifié presque au profit du numérique. On parlait du ministère de la communication, mais aujourd'hui on parle beaucoup plus du ministère on a d'abord parlé de l'économie numérique, maintenant c'est la digitalisation, c'est le numérique. C'est pour vous dire combien est-ce que le gouvernement actuel accorde d'importance au numérique qui est devenu une priorité. Et cela, je dirais, c'est heureux. C'est heureux pour ce temps, pour l'époque que nous vivons. Il faut comprendre que le numérique aujourd'hui est un outil dont on ne peut pas se séparer. Au contraire, il faut chercher à, je dirais, se familiariser à cet outil-là, à pousser les Béninois qui ont l'expertise qu'il faut ou qui ont les prédispositions qu'il faut à aller vers ce genre de métier-là, afin que nous ne soyons pas dit, ah non, c'est le mythe du blanc, c'est le blanc qui s'est fait, c'est le blanc qui s'est fait tant et tant. Il faut que nous-mêmes nous puissions nous l'approprier et que nous ayons des experts en la matière qui puissent aider le processus de développement. Parce que c'est vrai, on pourra le dire, le numérique, ce n'est pas le métier dans lequel vous allez dire, bon, tu produis tel, tu as tel, non, c'est pas ça. Mais c'est le métier qui t'aide à produire tel de meilleure façon et avoir de meilleurs résultats en fait, des résultats qui sont quand même à un niveau beaucoup plus exponentiel. Et c'est de bon temps que le chef de l'État est allé rencontrer ces apprenants-là, ces étudiants. Et vous voyez, le chef de l'État s'est fait accompagner également de Claude Borna, qui est quand même celle qui tient ces instituts actuellement. Vous voyez un peu l'importance que cela a pour lui. C'est tellement derrière cette visite où les étudiants ont dû présenter leurs projets également. Derrière cette visite, il y a certainement de gros projets. Il y a derrière de grands programmes qui arrivent. Sûrement. Sur notre registre, Olivier Alotimé, le 8 mars dernier, c'était la journée internationale des droits de la femme. Une journée qui a été célébrée également au Bénin, comme d'habitude. Le moins qu'on puisse dire, c'est que chez nous, de nombreux efforts sont consentis pour promouvoir et protéger la femme, surtout avec l'actuel exécutif. Oui, cette semaine est la semaine, disons, de la femme. Puisque le 8 mars, on a réfléchi, certains ont fêté. Bon, c'est pas une fête en réalité, c'est une journée qui a été consacrée à la réflexion sur les droits des femmes. Et cette année, on a réfléchi sur l'inclusion numérique, l'inclusion digitale en matière donc de digital, comment faire en sorte que plus de femmes soient formées. Pour réduire la fracture numérique. La fracture numérique, surtout en matière de genre. Oui, le gouvernement a beaucoup fait, il faut reconnaître. Au plan institutionnel, il y a plus de députés femmes aujourd'hui qu'avant. On est passé de 8% à 28% environ. C'est beaucoup. Et quand vous prenez les présidences d'institutions et tout ça, oui, il y a pas mal de présidentes d'institutions aujourd'hui. Et puis il y a des efforts tout récemment. Le poste de vice-président de la République qui est revenu. Oui, mais ça c'est pour les élites. 99% des femmes
béninoises ne bénéficieront pas de ces promotions. Au niveau des postes de secrétaire exécutif dans les mairies, il y a une discrimination positive aussi. Mais ce qui est en train de venir maintenant, c'est la généralisation de la gratuité de la scolarisation au profit des filles à partir de la seconde. Ça vient, il y a une phase expérimentale qui est en cours. Et donc, c'est des changements sociétaux qui vont advenir. Parce que quand vous prenez les villages, on préfère pousser les garçons parce qu'on considère que envoyer une fille à l'école, c'est un gâchis. Maintenant que c'est gratuit, bon, je crois que les réflexions vont changer. Mais pour atteindre de meilleurs résultats en la matière, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts au plan de la transformation des mentalités, parce que tout se passe dans la tête. Lorsque les pesanteurs socioculturels, les pesanteurs sociologiques sont là, réels. Lorsqu'un homme a 3, 4, 5 femmes et qu'il fait autant d'enfants chez chaque femme et qu'il y a beaucoup de filles, il a tendance à délaisser les filles au profit des garçons. Et donc, il y a... oui, c'est vrai, le gouvernement a promu une loi qui a permis aujourd'hui l'avortement, n'est-ce pas? C'est vrai que, bon, dans certains pays, j'ai lu un article du journal New York Times qui met cela comme une avancée. Et bien sûr, les confessions religieuses ne sont pas d'accord, mais pour les droits des femmes, le droit à l'avortement constitue un élément fondamental, qu'on le veuille ou non. C'est un élément fondamental. Pascal Ansema-Guéoundé, les avancées en matière du droit des femmes au Bénin? Des avancées, nous en avons enregistré. Et cela, pas sans casser des œufs aussi. Il y a eu des femmes qui ont quand même d'abord porté le combat pendant longtemps. Et quand simplement vous pensez au fait que déjà en 1961, l'épouse de Hubert Maga avait déjà formé le groupement des femmes dahoméennes. Et que vous voyez quelques années plus tard, une cinquantaine, une soixantaine d'années plus tard, que c'est maintenant qu'il y a vraiment une certaine éclosion de la dynamique. Vous vous dites qu'en temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont dû émousser les ardeurs. Et c'est vrai, parce que il ne faut pas qu'on se leurre, la première femme ministre, on l'a eu quand? En 89. Oui, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est pour dire qu'il y a eu vraiment, derrière ce combat de droits de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui apparemment semblaient vraiment emballés par le combat, mais qui n'ont pas su poser les actes qu'il fallait. Et chaque fois qu'on voit qu'il y a une tendance vers, je dirais, un essor des femmes, il y a un peu comme, on les colle au basque. On fait tout pour surveiller ça de près parce qu'on se dit, il ne faut pas que les femmes, on leur laisse trop de place. Parce que naturellement, quand vous avez un pays où il y a plus de femmes que d'hommes, et que vous savez que d'une façon ou d'une autre, si les femmes elles-mêmes prennent conscience de la position qu'elles occupent dans le pays, elles peuvent décider d'une façon ou d'une autre du sort du pays, décider du mode de gestion, de la gouvernance et tout. Forcément, vous faites beaucoup attention à cela. Et c'est normal, je comprends un peu. En même temps, il faut se dire qu'il faut corriger un peu le gap, parce qu'il y a un gap trop grand. Vous voyez, les divers parlements que nous avons eus depuis l'ère démocratique, on n'a jamais pu atteindre 10%. Et c'est maintenant que nous atteignons à peu près 27%. C'est à saluer. C'est vrai qu'en même temps, au niveau de la conférence des présidents, on voit que l'effort qui avait été fait a régressé maintenant. On avait eu des femmes au niveau de la conférence des présidents. Aujourd'hui, la conférence des présidents à l'Assemblée nationale, vous n'avez qu'une seule femme et c'est celle qui est questeur, deuxième questeur. Donc, c'est regrettable. Au niveau également du gouvernement, bon, on attend peut-être qu'il y a un remaniement qui se succède. On ne sait jamais. On attend de voir. Peut-être qu'il y aura plus de femmes, qui sait. Mais il faut reconnaître qu'il y a vraiment une dynamique qui est en cours et qui a constitué vraiment à donner aux femmes. Ce n'est pas une affaire de faveur. Ce n'est pas, je dirais, une facilité. Non. Mais il s'agit de corriger un gap qui a été longtemps entretenu entre hommes et femmes. Pouvoir accorder les mêmes chances quand vous savez qu'il y a des femmes qui ont la même compétence. Et c'est ce qui s'est passé avec le SE, par exemple, pour les mairies. On n'a pas demandé aux femmes qui ont des diplômes moindres, de petits diplômes, de se présenter. Non, on dit, mais tant que vous avez des femmes
qui ont les compétences, il faut pouvoir accorder quand même une égalité de chance. Et ça, c'est dans la droite ligne de notre constitution, notre constitution d'abord de 90, et ensuite qui a été renforcée par la constitution, la révision qui est intervenue en 2019, et qui admet que les femmes quand même soient promues. Je vous laisse établir un pont avec le thème de cette année qui encourage et promeut l'inclusion digitale. Et nous en revenons encore au digital pour montrer que c'est vraiment transversal. Vous parlez de n'importe quoi, vous allez parler du digital. Et même aujourd'hui, quand vous prenez nos sociétés, ceux-là qui, nos parents, je dirais, qui avaient un peu comme un regard, je dirais, un regard pas très élogieux sur le digital aujourd'hui, c'est eux qui vous demandent comment on utilise-t-elle, comment on fait-elle, mon portable, comment est-ce qu'on déverrouille, comment on fait telle recherche sur Internet. Donc c'est pour vous dire que c'est en fait une dynamique qui a embrasé toutes les couches. Et aujourd'hui, on est même obligé de dire, surveillez la tendance au niveau de vos enfants parce que ça prend très vite et ça va très vite en fait. Le numérique, c'est vrai, ça a ses conséquences, le digital, ça a ses conséquences, mais il faut reconnaître qu'il y a plus d'avantages à collaborer avec le numérique. Et les femmes qui aujourd'hui sont un peu en retrait, de façon générale par rapport aux hommes bien sûr, et dans cette tendance-là, il faut pouvoir faire en sorte que ces femmes également s'intéressent également au digital, s'intéressent au numérique, cherchent à profiter des opportunités que le numérique offre. Le décryptage de l'actualité internationale, à présent, c'est dans la rubrique Interactu. Olivier Alotiémin, je vous amène en Tunisie où des centaines de migrants persécutés ont été rapatriés ces derniers jours. Ils viennent notamment de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, conséquence des propos racistes du président tunisien Kais Saied. Oui, le président tunisien ne fait qu'extérioriser une réalité que tout Africain qui a transité par le Maghreb vit depuis toujours. Les Africains font l'objet d'un racisme systématique, je vais même dire systémique, dans ces pays-là. Il y a quelques années, une consoeur de CNN a pu faire tout un reportage sur la vente d'esclaves en Libye, d'esclaves noirs en Libye, qu'on met dans des cages. On met dans des cages et on vend à la criée, comme au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. En fait, les Africains ne se rendent pas compte que pendant longtemps, ils ont été en esclavage dans ces pays arabes-là. Pendant plus de 1000 ans, il y a eu la traite arabe. Pendant plus de 1000 ans. Donc, la traite arabe a duré plus, 2 ou 3 fois plus que la traite transatlantique. Et les conséquences sont là. Si vous allez en Tunisie, à Tunis même, le cimetière, il y a un cimetière en Tunisie qui s'appelle le cimetière des esclaves. C'est pour les Noirs. Le cimetière des esclaves. Parce que le seul mot qui désigne noir en arabe, c'est esclave. Vous voyez, donc, ils ont un mépris, un profond mépris qui est ancré même dans le système éducatif, dans tous ces pays, hein, c'est sans exception. Vous allez même en Arabie Saoudite, vous allez en Iran, etc. Il y a des Noirs qui étaient là depuis longtemps du fait de la traite. Quand Kais Saied qui a démenti ses propos, quand oui, il a démenti et en des termes vraiment arrogants. Je l'ai écouté, on ne dirait pas qu'il a été mal compris, que ses propos auraient été mal interprétés. Il a été très bien compris. Il a été très bien compris. D'ailleurs, les sociétés dans la Tunisie, après ces propos, ont commencé même par des licenciements des Noirs. Donc, il a été très bien compris. Et que sa cible, ce sont les Noirs qui sont en situation irrégulière. Les Tunisiens aussi sont en situation irrégulière dans d'autres pays. Hein, et pourtant, n'ont jamais fait l'objet de stigmatisation. C'est une stigmatisation qui en ajoute à bien d'autres. C'est pour ça que nos compatriotes qui sont dans ces pays ont été obligés de partir. Parce qu'on les vide de chez eux, on les harcèle dans les services. Les témoignages sont émouvants. Non, c'est accablant. Donc, un chef d'État d'un pays comme ça, qui tient des propos comme ça, bon, pour moi, ça ne m'a pas surpris. En 2019, lorsque l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique, elle m'a dit, le coach algérien avait dit que c'est la première fois depuis 1994 que l'Algérie gagnait en Afrique.
son propos avait surpris les gens parce que les gens ont dit, mais donc vous ne vous pensez pas en Afrique. Les pays du Maghreb ne se pensent pas en Afrique. Ils se croient du monde arabe. Pascal Ansema Gaoundé, c'est une véritable chasse à l'homme qui ne dit pas son nom. Vraiment. Et c'est un sujet fâcheux. Je ne vais pas revenir sur les évidences posées déjà par Olivier. Les évidences qui ne sont plus un secret pour personne. Parce que pour qui côtoie un peu les Tunisiens et tous ceux qui sont ressortissants des pays du Maghreb, on voit cette disparité-là, cette stigmatisation-là envers la race noire. Et j'en arrive à me demander, est-ce que la Tunisie est un pays africain? Bon, s'ils ne sont pas fiers d'être africains, bon, ok, qu'ils déplacent le pays de la carte du monde. Qu'ils déplacent le pays de la carte du monde et qu'ils aillent se retrouver aux États-Unis ou là où cela bon leur semble. Voilà. Parce que c'est quand même ahurissant de sentir, de comprendre qu'aujourd'hui encore, des personnes en sont là. Mais mettez-vous à l'aise. Les Noirs qu'accueillent les pays, je dirais, occidentaux, sont bien plus nombreux que les Noirs qui vont en Tunisie. Ouais. Donc, si les pays occidentaux devaient traiter de la même façon ces Noirs-là, c'est vrai que ce n'est pas toujours, on ne les traite pas toujours de façon très honorable, mais très souvent, c'est parce que c'est à cause de la tendance migratoire et des dangers que cela comporte. Mais quand vous voyez que cette fois-ci, ce n'est pas seulement une question de danger, mais c'est la race même noire. On s'en prend à la race noire d'une façon ou d'une autre. Et c'est dommage de comprendre que c'est un pays africain qui le fait. Et quand vous voyez un peu l'élan de solidarité qui avait jailli parmi les Africains, lorsque le Maroc allait si loin en Coupe du Monde, pour la dernière Coupe du Monde, il y avait une certaine ferveur dans les pays africains. On se disait, ah oui, nous avons un représentant. Mais vous êtes désolé quand vous voyez après de ces gens de scène-là, vous vous dites, mais est-ce que c'est pour ces gens-là que nous étions si fiers? Des personnes qui ne nous portent pas vraiment en estime. Bon, le chef de l'État dit qu'il est mal compris. Moi, je voudrais lui accorder la pénitence sans confession. Mais en même temps, il faut qu'il se rattrape. Il faut qu'il se rattrape. Parce que si, tant est que dans son pays, il y a des actions, il faut qu'il ait des positions franches. Et c'est ces positions franches-là qui pourront nous permettre d'apprécier, qu'il ait des positions franches par rapport aux actions qui sont commises. Et que lui-même puisse revenir encore là-bas, la même façon dont il s'est exprimé et que les propos ont été peut-être mal interprétés. De cette même façon-là, il faut qu'il revienne au créneau et qu'il s'explique. Parce que c'est quand même... Ce qui est intéressant ici, c'est que pour une fois, l'Union africaine a condamné les propos et ça a entraîné en même temps des sanctions de la Banque mondiale. Donc c'est tout ça combiné qui l'a obligé à dire oui. Et le président de l'exercice de la CEDEAO qui s'est rendu également. Oui, qui s'est rendu, mais moi je serais à sa place que je ne ferais pas ça. Je ne ferais jamais ça. C'est vraiment grave. Voilà. Finissons avec la dernière rubrique de cette émission, les potins de la toile. Pascal Ansema Gaoundé, l'actualité sur la toile cette semaine, c'est la traque aux cybercriminels dans les grandes villes du Bénin. Une lutte sans merci qui donne des frissons aux adeptes du clavier, les rois du Lanac. Il y a de quoi avoir des frissons quand on voit à quel rythme ceux-là qui s'adonnent à la cybercriminalité sont aujourd'hui repêchés très vite. Et quand on voit également toute la technologie derrière, vous savez, c'est toute une préparation. C'est toute une préparation parce que pour en arriver là, il a fallu vraiment que le Bénin outille les forces de l'ordre, outille l'OCRC. Ce n'est pas anodin ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont des personnes qui étaient suivies depuis très longtemps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça. On se dit non mais ce sont des jeunes et c'est vraiment le manque d'emploi. C'est des personnes qui cherchent vraiment à se débrouiller. Non, ils ne tuent pas, ils ne cherchent pas à faire du mal à leur prochain. Pourquoi autant d'acharnement contre ces personnes-là? Mais je dirais que ce n'est pas un acharnement. Parce que le jour où le cybercriminel va sacrifier un être humain pour avoir gain de cause, il ne viendra pas vous le dire d'abord. Mais il ne faut pas attendre que cela se fasse d'abord. Il faut se dire que ça se fait déjà d'ailleurs. Maintenant, c'est une tendance à dire que non, ils ne font pas du mal, mais ils font d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas seulement du mal à la personne qu'ils ont grugée. Mais ils font du mal également parfois quand ils sentent que le seul moyen pour eux d'avoir gain de cause, c'est peut-être d'avoir recours à des sacrifices. C'est vrai que ce n'est pas généralisé, c'est pas tout le monde, c'est pas tous ce qui le font, mais on ne va pas le faire à la tête du client. Il faut pouvoir sévir et prendre vraiment les mesures qu'il faut. Dans un second temps, il faut aussi chercher à relativiser, parce que c'est très important. Dans cette lutte-là, il y en a qui sont pris, pas forcément parce qu'ils sont condamnables,
Parce que vous voyez, quand vous avez des affinités avec quelqu'un qui est cybercriminel, vous ne pouvez pas avoir des affinités à la tête du client non plus. Vous avez des affinités avec quelqu'un qui est cybercriminel et que vous vous retrouvez au mauvais moment, au mauvais endroit, au moment où on veut les prendre, mais vous êtes pris également. Et d'une façon ou d'une autre, c'est des enquêtes qu'il faut faire, et c'est beaucoup de médiation, et c'est après qu'on se rend compte peut-être que non, on l'a gardé pour 9 mois, pour 1 an, sans qu'il ne soit vraiment très impliqué par rapport à la chose. Il faut vraiment que cela se fasse, et je dirais, dans les règles de l'art et dans le respect des libertés et des droits de chacun. L'autre volet, c'est aussi penser à... Il faut étudier le phénomène. Parce que le phénomène, sévir simplement ne suffit pas. Nous savons qu'en Afrique et qu'au Bénin, sévir simplement ne suffit pas. Il faut penser le phénomène. Qu'est-ce qui les amène à le faire? Comment faire quand même pour réorienter ces jeunes? Alors les jeunes que l'on prend, est-ce qu'il suffit de leur donner 10 ans, les amener à la retraite 7 ans, 5 ans, pour que cela les change, les transforme? Est-ce qu'il ne faut pas repenser encore autrement comment faire pour accompagner la jeunesse, accompagner ces jeunes-là qui se donnent à ces choses-là, les amener à faire d'autres métiers? Parce que vous savez, c'est une intelligence derrière tout ce qui est cybercriminel, c'est une intelligence également. C'est une intelligence, ils développent beaucoup d'aptitudes dans cette affaire-là. Mise au service du mal. Voilà, mise au service du mal. Donc, c'est une opération qui est fortement saluée au sein de l'opinion. C'est une répression pédagogique qui va finir par sonner le glas de la cybercrime au Bénin. Bon, moi je dis, oui, c'est vraiment important. Tout ce que Pascal a dit, je suis d'accord. Il y a probablement une formation ou une dotation en équipement de pointe au niveau de l'OCRC. Ça, c'est clair. Mais il faut dire que c'est notre société qui accepte ces gens-là. Lorsque, nous sommes dans les quartiers, nous vivons, nous voyons ce qui se passe. L'enfant amène de motos à la maison, il amène même des portables de haut de gamme. Et le papa est d'accord. La maman jubile. Quand vous voulez faire une cérémonie ou bien quand vous avez une manifestation, vous voyez votre ami qui ne fait rien du tout, qui vient, qui débarque avec un groupe, et c'est eux qui font ce qu'on appelle le travaillement. Hein? On dépense sur coup 1 million. Et tout le monde est d'accord. Quand vous faites ça, vous êtes complice de ces jeunes. Et il y a aussi, bien sûr, des moins jeunes. Ces gens sont en train de transformer notre pays en une république bananière où ils vont commencer à phagocyter des couches entières de notre société. Vous voyez, des contre-exemples, mais qui sont vus comme des modèles pour certains jeunes. Vous voyez des policiers, des commissaires qui sont déjà en train de s'impliquer dedans. Et si on les laisse faire, ils vont monter dans la sphère. Il y a des acteurs politiques qui sont dedans aussi. Donc, il faut sévir avec la dernière énergie. Sinon, notre pays est vu comme un état d'escroc à l'international. Alors qu'on veut promouvoir la destination Bénin. C'est ça. Notre pays est vu sérieusement. Hein. Il faut interroger les Béninois qui vont à l'extérieur. Une bonne partie de ceux qui téléphonent vers le Bénin, qui ont des transactions vers le Bénin, pensent que les Béninois, 90%, c'est des escrocs à cause de ces gens-là. À cause de ces gens-là. Oui, ils ont une intelligence, mais une intelligence qui est au service du mal. Si on était aux États-Unis, il y a un système pour les récupérer. Hein? Bon, je crois qu'on va finir par les récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais il faut sévir avec la dernière énergie pour ne pas transformer notre pays en une république bananière, c'est-à-dire en un pays où on tolère le mal, où on ferme les yeux. Merci à vous, voilà. Cher Olivier Alochemin. Je le rappelle, vous êtes le rédacteur en chef de l'événement précis. Merci. Avec nous également, c'était Pascal Ansem Agueoundé, journaliste au quotidien du service public La Nation. Merci à vous, cher Pascal. Merci. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Rendez-vous dimanche prochain.